Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passe en revue les dossiers chauds avec Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Notre invité, c'est Pierre Josselin, directeur général de Fermentalg, le journal des biotech. C'est parti. Et je retrouve pour notre point d'actu Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, il s'en est passé des choses, comme toujours, on va dire, dans le secteur des biotech, mais on va commencer peut-être par cet accord qui a vivement fait réagir le titre, cet OSE Immunotherapeutics dont on parle, et cet accord, c'est un accord avec AbbVie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamila ? Ce qu'on en pense, c'est que, de la même manière que le marché, c'est-à-dire que c'est une très bonne nouvelle, excellente nouvelle. Alors à la fois pour OSE Immunotherapeutics, au sens voilà, direct pour OSE Immunotherapeutics, pardon, mais également pour le secteur dans sa globalité. Donc ça nous permet quand même de commencer l'année, même si on est déjà au mois de mars, sur une note plutôt très encourageante sur le plan du M&A, parce qu'effectivement, on avait tendance à se dire que la dynamique M&A allait se poursuivre sur 2024, voire même s'accélérer par rapport à 2023. Compte tenu de différents facteurs qui créent une conjoncture plutôt favorable. Mais c'est vrai que jusque-là, hormis quelques sociétés qui ont eu la chance effectivement d'entrer dans des deals avec des grandes sociétés l'année dernière sur la place parisienne, il y a assez peu de sociétés finalement de la place parisienne qui bénéficient en tout cas, rentrent dans cette dynamique. Donc, OSE Immunotherapeutics, c'est très très bien. Alors déjà parce que AbbVie, c'est quand même une grosse société. Gros acteur. Un nom qui parle à tous, qui vient se positionner sur un actif, donc le OSE 230, qui est totalement dans son ADN, donc vraiment sur l'immunité et l'inflammation. Donc, le fait d'avoir une société telle que AbbVie qui vient prendre une licence exclusive mondiale sur un asset en préclinique. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'elle vient vraiment chercher un asset très, très tôt dans le développement, avec un montant qui est quand même très généreux, parce qu'on parle de 665 000 millions de dollars sur les milestones, en plus de l'upfront qui, lui, est de 48 millions de dollars. Encore une fois, sur un actif qui est en préclinique, ce niveau d'upfront est quand même assez exceptionnel. Et ça témoigne effectivement déjà de la confiance et de l'envie d'AbbVie de vraiment développer ce produit-là et d'être sur encore une fois sur sa franchise de cœur qui est vraiment l'inflammation. Et après, ça n'a rien d'étonnant qu'AbbVie vienne chercher d'autres actifs, puisque ça fait partie totalement de sa stratégie. Elle le fait régulièrement, et après, c'est pas forcément à ce niveau-là d'upfront. Donc, c'est encore une fois, c'est vraiment ça la beauté dans le deal qui a été noué avec OSE Immunotherapeutics, c'est qu'on est sur un montant qui est quand même assez significatif sur un actif qui est encore en préclinique, qui a encore rien délivré sur le plan clinique. Et qui va permettre à OSE Immunotherapeutics quand même de renforcer de manière significative sa trésorerie, parce que l'horizon financier dépasse maintenant 2025, sachant que c'était un petit peu le sujet chez OSE Immunotherapeutics sur 2023, c'est ce qui a fait que le titre a reculé malheureusement, entre autres sujets, mais c'était beaucoup lié au niveau de trésorerie. Donc aujourd'hui, ça donne une soupape à OSE pour respirer, et surtout une soupape pour pouvoir mener son plan clinique sur 2024, notamment le lancement de cette étude de phase 3 Tedopi qui est attendue depuis un certain temps, dont on ne savait pas effectivement si elle allait pouvoir Comment elle allait pouvoir se faire, tout à fait, Voilà, conformément aux annonces, puisqu'effectivement, il y avait ce sujet de financement. Donc c'est une excellente nouvelle pour OSE Immunotherapeutics. Donc, une bonne nouvelle pour OSE Immunotherapeutics, et il fallait forcément aussi qu'on parle, j'ai envie de dire, comme tout le monde, Jamila, de ce qui se passe dans l'obésité, avec cette étude récente de l'OMS qui fait état de plus d'1 milliard de personnes obèses, et forcément ça nous amène à parler de la révolution qui est en marche, notamment aux États-Unis, sur les GLP-1. On a encore eu récemment l'appréciation assez dingue d'une biotech Viking Therapeutics sur le Nasdaq. C'est vraiment aujourd'hui, je ne vais pas dire le relais de croissance, mais c'est l'indication star, en tout cas pour les marchés dans le domaine de la santé. Effectivement, c'était l'une des indications phares sur le deuxième semestre 2023. En fait, le top départ de cette espèce de momentum et d'intérêt, alors qui n'est pas soudain, parce qu'effectivement, la classe GLP-1 existe depuis très longtemps, a été explorée depuis très très longtemps,
effectivement, le gros boom qu'on connaît en ce moment a été amorcé par les résultats de Novo Nordisk avec son produit semaglutide. À l'été 2023, ils ont effectivement réussi à démontrer que ce produit-là permettait de réduire de manière significative le risque d'accident cardiovasculaire chez des patients obèses. Qui souffraient pas forcément de diabète de type 2, mais voilà, qui avaient déjà eu un accident cardiovasculaire. Donc là, ils avaient réussi à démontrer effectivement ce bénéfice-là. Et ça a lancé en fait en tout cas ça a relancé tout l'intérêt de cette classe-là sur différentes indications dans le domaine cardio-métabolique large. Et effectivement, depuis, ça devient, l'obésité devient un peu la course où tout le monde veut être. Ah oui. Alors d'une part parce que le marché est titanesque, donc effectivement l'OMS avec l'étude publiée récemment vient confirmer ce sujet-là, c'est qu'effectivement aujourd'hui sur l'échelle mondiale, au plan mondial, on est quand même quasiment à près d'un adulte, enfin en tout cas même au-delà de l'adulte, c'est une personne sur 8 qui serait concernée par le sujet de l'obésité. On parle vraiment de l'obésité, donc c'est-à-dire un IMC au-delà de 30, mais entre 25 et 30, on est déjà en surpoids, donc on pourrait potentiellement être en tout cas concerné par le sujet de la perte de poids. Et donc effectivement, la classe GLP-1 est aujourd'hui la plus connue parce que les 2 produits qui sont aujourd'hui approuvés pour traiter l'obésité sont effectivement des produits qui sont issus de cette classe-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres classes qui sont en train de se développer, qui pourraient avoir des atouts significatifs par rapport à la classe GLP-1, parce qu'aujourd'hui effectivement sur les différentes études qui sont menées sur le long terme et à des échelles un petit peu plus larges que sur des cohortes cliniques. Ce qui semble ressortir, c'est que sur cette classe GLP-1, potentiellement, il pourrait y avoir un effet qui ne soit pas durable. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui prennent le GLP-1, quand elles s'arrêtent de prendre le GLP-1... Elles reprendraient du poids. Voilà, il pourrait y avoir une reprise de poids qui serait quand même assez conséquente, puisque ce serait entre 15 et 20% de la masse corporelle. Ça n'est pas rien quand elles ont perdu entre 5 et 20% de leur masse corporelle. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, avec la classe GLP-1, c'est que on perd certes de la masse, mais malheureusement, on ne perd pas que de la masse adipeuse, on perd aussi de la masse musculaire. Donc ça aussi, c'est un sujet que les actuels développeurs voudraient adresser. Donc effectivement, différentes classes qui sont en train de se développer. Un peu plus tôt dans l'année, vous avez par exemple Amgen ou Regeneron qui ont publié des résultats d'études cliniques qui montraient qu'effectivement, avec leurs produits respectifs, ils induisaient une perte de la masse corporelle globale, mais en préservant la masse musculaire. Et effectivement, sur d'autres acteurs qui pourraient être intéressés par le sujet de l'obésité parce qu'elles sont historiquement positionnées sur ces sujets-là ou plus globalement sur le sujet du diabète, parce que finalement, en fait, on voit que les acteurs qui sont les mieux positionnés sur le sujet de l'obésité aujourd'hui, c'est ceux qui étaient sur le diabète, parce que finalement, voilà, on est sur, encore une fois, sur le métabolique, donc sur des mécanismes d'action qui sont assez similaires, et donc voilà, c'est des indications qui sont assez proches. Sanofi, qui aujourd'hui est un peu en marge, en tout cas on peut considérer qu'elle est un petit peu en marge, même si elle a fait des acquisitions, notamment en Provention Bio sur la fin d'année dernière sur ces sujets-là, a officiellement annoncé, enfin en tout cas déclaré que évidemment elle voulait être présente, en faire partie, ne pas rester en marge, mais qu'aujourd'hui, voilà, si elle devait se positionner sur un asset, ce serait justement sur une classe thérapeutique qui montrerait une réduction de la masse adipeuse tout en préservant la masse musculaire. Donc effectivement, il est fort à parier qu'elle puisse dans l'avenir décider d'aller sur ces sujets-là. Et donc, on sait qu'effectivement, il y a un sujet de négociation qui est en cours avec Adocia depuis l'année dernière, puisqu'il y a effectivement un deal, en tout cas un contrat d'exclusivité pour la négociation qui a été signé l'année dernière. On attend le résultat de ces négociations pour savoir si Sanofi décide ou pas de prendre une licence auprès d'Adocia. Qui s'éternise un petit peu, il faut le dire. Et effectivement, ça tarde un petit peu. Donc, le sujet, c'est savoir pourquoi ça tarde. Est-ce que c'est plutôt positif parce qu'effectivement, les négociations... compte tenu du momentum, se positionne plutôt du côté d'Adocia qui du coup voilà un peu plus d'arguments levier, on va dire, obtenir un montant ou en tout cas des termes et des conditions qui lui soient plus favorables, ou est-ce que Sanofi effectivement prend le temps de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que pourrait lui offrir ce type de produit par rapport à l'existant, parce qu'encore une fois, voilà, Sanofi veut se positionner sur ce sujet-là, mais elle a clairement dit qu'elle voulait aller dans une direction très précise et ne pas se précipiter en prenant n'importe quel produit. Je le dis comme ça grossièrement, mais voilà, c'est un peu l'idée. C'est peut-être, voilà. On va dire d'être sélectif. Voilà, elle regarde ce qui lui est offert et peut-être pour se positionner de manière un petit peu plus stratégique, sachant que Sanofi, voilà,
pareil, l'année dernière, a clairement dit qu'elle voulait investir de manière assez massive dans la R&D. Donc, ça suppose qu'effectivement, ce soit des choix qui soient faits de manière judicieuse parce que la société ne peut pas se permettre non plus de se disperser. Sachant que dans le cas d'Adocia, pareil, on est sur un produit, le pramlintide, qui est pas nouveau. Oui. Donc, voilà, c'est un produit qui est déjà approuvé aux États-Unis depuis un certain temps, mais uniquement chez les diabétiques de type 1. Parce qu'il y a des sujets, donc l'enjeu pour Adocia, ce sera effectivement de convaincre que Sanofi que leur produit peut venir se positionner pas en add-on, mais en tout cas, pas forcément en concurrence des GLP-1, mais plutôt en complément, enfin pas en complément, mais en tout cas, voilà, venir adresser une niche de patients qui n'est pas forcément adressée aujourd'hui par les GLP-1, donc les diabétiques de type 1, sachant qu'avec la classe justement des amylines, c'est qu'il y a un sujet, c'est que c'est des protéines, en tout cas la forme humaine, peut être amyloïdigène, pardon. Donc en fait, elle peut potentiellement, c'est une protéine qui peut faire des agrégats, donc ce qu'on appelle les amyloïdes, et donc entraîner un peu des complications, donc notamment des agrégats au niveau du pancréas qui pourraient empêcher la sécrétion de l'insuline, ce qu'on ne souhaite évidemment pas chez les patients diabétiques insulinodépendants. Mais justement, ça ne concerne pas les diabétiques de type 1 parce que par définition, ils n'ont pas d'insuline. Donc c'est pour ça que voilà, ce produit-là pourrait vraiment avoir un réel intérêt chez les diabétiques de type 1, peut-être un peu moins chez les diabétiques de type 2, ce qui ferait qu'effectivement, ça pourrait permettre à Adocia et Sanofi ou tout autre partenaire éventuel de se positionner en parallèle des GLP-1 et pas forcément en concurrence directe. Voilà, la révolution GLP-1, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler et on parlera aussi, j'espère, des futurs développements sur ce deal entre Adocia et Sanofi. Et on voulait terminer en parlant d'une indication de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, parce que là aussi, il y a pas mal de nouvelles qui sont tombées sur différents dossiers d'ailleurs. Exactement, la semaine dernière a été assez riche, de manière complètement. Ça a vraiment été une coïncidence, donc assez riche sur ce sujet-là. Effectivement, en début de semaine, on a Biogen qui a annoncé que son produit, qui a été approuvé l'année dernière aux États-Unis en avril, le Qalsody, pour le traitement de la SLA, avait été approuvé par le EMA donc la semaine dernière. Donc le produit arrive aujourd'hui sur le marché européen en tout cas, et quelques jours ensuite, AB Science a annoncé que le principal catalyseur qui était attendu à court terme, à savoir la décision de l'agence sanitaire canadienne sur ce sujet-là exactement, était tombé. Donc malheureusement, c'est un avis qui est plutôt négatif. Différentes raisons à ça, effectivement, ce qu'il aurait reproché, c'est trois choses principalement. C'est qu'il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été apportés au protocole assez tardivement. Le second point, c'est que la sous-population qui a été définie comme étant la population un peu cible qui serait retenue pour la population pour laquelle serait accordé le produit une fois sur le marché, elle a été définie et en tout cas, oui c'est ça, elle a vraiment été identifiée et définie sur les analyses post-hoc. Sauf que voilà, les agences réglementaires ont un peu de mal avec ça. Elles n'aiment pas trop ça, effectivement. Voilà, elles n'aiment pas trop ça. Elles aiment bien que ce soit intégré au protocole initial et que ça fasse partie effectivement des populations qui étaient définies au moment du dépôt du protocole. Donc une population qui était déjà définie. Et le troisième pas, c'est un petit peu du même ordre. En fait, c'est des méthodologies d'analyse qui ont été retenues par AB Science, qui sont pas forcément considérées comme étant vraiment fiable par les agences réglementaires. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de points qui sont reprochés à AB Science, qui évidemment se défend de ça en disant qu'elle a la possibilité de répondre point par point à chacun des points qui ont été soulevés par l'agence canadienne. Le sujet, c'est qu'effectivement, on s'attendait à ce que cette agence canadienne puisse donner un avis qui pourrait être un indicateur de ce que serait la position in fine de l'EMA, parce que, comme vous le savez très certainement, voilà, l'EMA, il y a un processus qui est en cours également sur le même sujet. Donc, pour la SLA, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu 2 clock stops de manière assez classique dans ce genre de demande. Sur le premier clock stop, assez classiquement, effectivement, il a été demandé à AB Science d'apporter des compléments aux questions qui avaient été posées par l'agence, en tout cas par écrit, ce qu'elle a fait. Donc, on est parti sur un deuxième clock stop où d'ordinaire, en fait, c'est plutôt une réponse à l'oral qui est proposée. Et là, l'agence réglementaire a suggéré à AB Science d'apporter les réponses à l'écrit et pas forcément à l'oral. Donc, là-dessus, il y a 2 lectures possibles. Celle qui est privilégiée par AB Science, c'est que c'est plutôt une bonne chose pour elle parce que du coup, ça va lui permettre d'apporter
des réponses qui seraient un petit peu plus étoffées, donc d'étayer son argumentaire, ce qui n'est pas faux. La deuxième lecture, c'est que si l'EMA considère qu'aujourd'hui les points bloquants et les objections qui restent encore d'actualité sont trop importantes pour être couvertes dans un échange à l'oral, c'est que probablement, voilà, il y a encore du chemin à faire, hein, peut-être. Ouais, il y a encore du chemin à faire, que les objections sont trop importantes pour que ce soit couvert. Voilà, il faut vraiment rentrer dans le détail. Je pense que les experts ont besoin de vraiment être convaincus avec des arguments forts. Et donc, ça suppose qu'effectivement, voilà, c'est toujours compliqué de se prononcer là-dessus, mais bon, il y a de fortes chances quand même que le EMA finisse par s'aligner sur l'avis de l'agence canadienne. On soit effectivement sur le même registre de réponse. Donc c'est sûr que dans le momentum, enfin, entre Biogen qui annonce que l'EMA approuve le produit dans la SLA et quelques jours ensuite, AB Science qui annonce que pour elle, la réponse est plutôt négative pour ce qui concerne l'agence canadienne, ça a forcément eu un impact plutôt négatif sur le titre d'AB Science. Donc, affaire à suivre pour ce qui concerne l'EMA, puisque la réponse désormais est attendue au T2 de cette année, puisqu'il y a eu quelques décalages. Donc, normalement, le verdict tombe au T2 de cette année. Ouais, c'est dans pas longtemps. Et AB Science qui a souvent des problèmes dans ses discussions avec les autorités réglementaires. On se souvient par le passé que voilà, c'est pas toujours simple, visiblement, pour la biotech de se comprendre avec les autorités de santé. Ce qui souligne effectivement un point qui ressort de plus en plus dans les résultats qui reviennent. Comme vous le disiez, sur différentes biotech, c'est que, surtout pour ce qui concerne la FDA, en l'occurrence, là, il y a pas le sujet de la FDA, mais sur les protocoles qui doivent être soumis quand, toute société qui veut effectivement faire approuver un produit sur un marché, quel qu'il soit, doit vraiment faire valider son protocole en amont par les agences pour s'assurer qu'effectivement, dans l'état, le protocole répond aux critères de l'agence pour envisager de déposer une demande d'approbation. Sans quoi, effectivement, les essais cliniques qui sont menés ont de fortes chances, en fait, d'être un peu vains, parce qu'effectivement, quels que soient les résultats qui sont obtenus, si ça ne répond, in fine, ça ne répond pas au protocole et au cadre exigé par les agences réglementaires pour envisager de faire approuver un produit, c'est du temps et de l'argent qui est dépensé de manière un peu inutile, parce que, effectivement, ça ne permet pas d'envisager d'aller sur la réglementation. Donc, oui, voilà. Ça n'est pas ça. Bon, on suivra là aussi sur ce dossier AB Science ce que répondra l'EMA dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Jamila pour ce point d'actualité très complet. Avec plaisir Laurent, merci à vous. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Pierre Josselin, directeur général de Fermentalg. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, Fermentalg, spécialiste de la production d'huile et de protéines issues des microalgues introduites en avril 2014. Ça, c'est pour la présentation vraiment sibylline, justement. Est-ce que, puisque c'est la première fois que vous passez sur le plateau du journal des biotech, vous pouvez rappeler le positionnement et surtout les différentes activités de Fermentalg? Très bien. D'abord, je vous remercie de m'inviter. Les algues ont un potentiel qui est unique, puisqu'en fait... les algues sont à l'origine de l'oxygène et de l'absorption de CO2 sur la planète, mais également au début de la chaîne alimentaire. Et donc, ce que fait Fermentalg, c'est simplement emprunter aux algues ce qu'elles ont fait pendant des siècles. Et donc, effectivement, nous produisons des acides gras essentiels qui ne peuvent être produits que par les algues. Nous captons la lumière, parce que les algues ont cette capacité à faire de la photosynthèse, donc des colorants, mais qui sont aussi des puissants antioxydants. Et nous avons toute une panoplie de produits qui peuvent être faits par les algues que les autres ne peuvent pas faire. Par exemple, vous avez les oméga 3. Ce sont des acides gras qui sont essentiels à la vie, comme des vitamines. On trouve dans le poisson, c'est ça aussi, c'est ça? Alors, on le trouve dans le poisson parce que le poisson mange les algues. Et donc, vous vous retrouvez effectivement avec cette dimension. Donc, le gros intérêt de cette activité, c'est que elle est inscrite dans le temps, c'est une alimentation qu'on peut faire des bénéfices pour l'alimentation, mais également pour la santé, qui sont naturels. Et donc, qui répondent au trend actuel d'arrêter les produits chimiques et de prendre une alimentation naturelle. Mais également, vous avez un autre avantage qui est un avantage très clair, c'est que vous allez préserver les océans, puisque les ressources des océans deviennent de plus en plus rares, la population augmente, vous avez un besoin une augmentation de besoins nutritionnels qui peuvent être substitués en partie la pêche intensive.
Donc c'est l'intérêt des algues. Vous avez l'absorption du CO2. Et puis dernier intérêt, qui est un intérêt un petit peu plus, je dirais, européen, c'est que Fermentag est la seule société qui produit, à partir d'algues en Europe, les oméga 3. D'accord. Donc par exemple, si vous prenez... Il n'y a pas de véritable concurrent européen sur ce segment-là. En producteur, vous avez des sociétés internationales qui ont leur siège en Europe, mais ils produisent aux États-Unis, en Chine et en Amérique du Sud. Donc vous êtes vraiment la seule société qui va assurer la sovereignty de l'alimentation et de la santé de l'industrie européenne, que ce soit l'industrie pour fabriquer des poissons, donc l'aquaculture, que ce soit le pet food, que ce soit les aliments infantiles. Donc c'est un énorme bénéfice d'avoir une société européenne productrice en Europe pour notre industrie. Et oui, on sait les enjeux de souveraineté alimentaire, dont on en parle encore aussi énormément au moment du Salon de l'Agriculture. Est-ce qu'on peut revenir dans le détail sur ces différents marchés et comprendre un petit peu mieux leur potentiel? J'ai compris, les oméga 3 d'un côté, les colorants. Voilà, comment ces deux marchés évoluent un petit peu et comment Fermentag se positionne? Alors, sur les oméga 3, ce qu'il faut d'abord bien prendre en compte, c'est que vous avez une augmentation de la consommation d'oméga 3 chaque année. Elle est essentiellement portée par l'aquaculture, puisqu'en fait, aujourd'hui, la meilleure façon de produire des protéines, c'est l'aquaculture. C'est celle qui consomme le moins, qui emprunte le moins à la planète et qui a le meilleur taux de conversion en termes énergétiques. Et ces poissons, on a besoin en oméga 3 pour assurer leur croissance et leur qualité nutritionnelle. Et c'est plus de 80% des marchés d'oméga 3. D'accord. Ce qu'on a observé ces dernières années, c'est une raréfaction des pêches intensives, avec une teneur moindre. Et donc est apparu, le poisson est passé d'un prix de 2 € il y a 10 ans, vendu en énergie. Aujourd'hui, le poisson est à 10 €. L'huile de poisson. Ça veut dire que les algues deviennent compétitives et vont progressivement remplir le trou que chaque année, il faut remplir pour pouvoir assurer la croissance de l'aquaculture. D'ailleurs, on y reviendra, ça fait partie des axes stratégiques. Et d'un autre côté, vous avez également dans les aliments, la nutrition par les aliments. Donc, c'est en fait la santé par les aliments, qui est un des slogans de Danone. Donc, ces sociétés-là ont un besoin en intensité nutritionnelle. On en parle d'intensité pour ce que l'on mange, qu'est-ce qu'on a comme chose essentielle. Et là, nous avons un rôle essentiel à jouer. Alors évidemment, il y a l'alimentation des enfants, puisqu'en fait, on connaît les bénéfices des oméga 3. Votre cerveau est fait d'oméga 3, dans les yeux également. Donc vous avez un bénéfice santé sur le cerveau, sur les yeux, mais également, vous avez aussi des bénéfices sur le cardiovasculaire. Donc, on sait que la santé par l'alimentation va être très importante. Et puis, vous avez un autre choix qui est le complément alimentaire. Donc, ça vous résume un peu l'oméga 3 aujourd'hui est en développement, en croissance. Mais l'essentiel de la croissance va être porté par l'aquaculture qui va peser sur la disponibilité de l'oméga 3. Et sur la partie colorant, parce que c'est aussi une de vos activités, ça. Donc on a une plateforme, parce que nous on parle de plateforme, c'est-à-dire que quand on développe une souche, parce que notre métier c'est quand même de faire des souches, les faire exprimer, on met environ 7 ou 8 ans pour l'homologuer. D'accord. Donc on a une plateforme, ce qu'on appelle Schizocritrium, qui est une algue, et puis on a une plateforme Galderia, qui est une autre algue, qui est en finalisation d'homologation. Vous avez le temps qu'on a mis, on est pour la 5e année. Et celle-ci, effectivement, produit un colorant, mais pas seulement un colorant. Ce colorant est également un puissant antioxydant. D'accord. Et lorsqu'on exploite cette algue, on a le colorant qui doit représenter à peu près 1% de la biomasse que l'on fait. Mais à côté de ça, on a d'autres, on a des protéines. Et on a également des matières premières qui sont des puissants antimicrobiens qui ont un intérêt évident en cosmétique. Donc, là, on parle de bleu, parce que c'est le marché numéro 1. Mais quand on va produire le bleu, on va produire tout le reste. Donc, on est en attente d'homologation. Aujourd'hui, on est très occupé sur l'oméga 3. Le bleu, on continue à le développer. Quand ce sera homologué, on le lancera avec notre partenaire et on construira la plateforme du bleu, mais qui ne sera pas seulement couleur, mais également antioxydant. Si je prends un exemple, on va faire un Gatorade. Il aura le bénéfice d'être bleu et joli, mais également le régénérant. Bon, très clair. Justement, vous l'avez évoqué, Pierre, sur la partie
compétitivité, parce qu'on pourrait se dire, ok, c'est magnifique, mais est-ce que, notamment sur l'oméga 3, ces microalgues, est-ce qu'elles ne reviennent pas plus cher que l'aquaculture finalement? Alors, la compétitivité, donc moi j'ai été embauché parce que j'ai un parcours industriel. J'ai un parcours B2B, un parcours industriel, donc je connais bien nos clients et je sais bien ce que c'est qu'une usine. C'est quand même, l'industrie de fermentation de précision est une industrie capital intensive. Donc pour être compétitif, il faut avoir les bons partenaires. Donc les bons partenaires, je pense que aujourd'hui nous avons pris la première société européenne de fermentation de précision qui avait, je pense, le meilleur asset et le plus compétitif. D'accord. Et eux-mêmes voulaient se lancer sur l'oméga 3. On parle de UV-Pharma, c'est ça, cet accord que vous avez conclu récemment. Alors, eux-mêmes voulaient faire ce premier marché, ça faisait 3 ou 4 ans qu'ils étaient là. Ils avaient évidemment une capacité en termes de coûts énorme, mais ils n'avaient pas la bonne technologie. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est mariés, on a apporté notre technologie, on s'occupe de la commercialisation, et eux, ils apportent évidemment la dimension de compétitivité coût. Ce qui nous ouvre la possibilité également de rentrer dans le marché aquacole qui fait un boom, mais qui nous permet aussi de réaliser tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, en termes de compétitivité, la différenciation de notre environnement compétitif, on a des sociétés comme DSM qui ont leurs usines aux États-Unis, des sociétés comme Corbion qui ont leurs usines en Amérique du Sud, puis on a des Chinois. Mais aucun d'eux n'ont leur usine en Europe. Et aucun d'eux n'ont la puissance que l'on a à être capable de travailler soit en aqua, soit en food, soit en pharma. Et donc c'est ce qui va faire en fait la différenciation de notre société, c'est qu'on va être capable d'adresser ces différents marchés avec une compétitivité de coût en Europe. Et nos clients ont un besoin fondamental quand même de s'assurer d'avoir un sourcing européen au minimum sur 30% de leurs produits. Autre élément extrêmement important pour reparler de compétitivité, les ressources naturelles se raréfiant, les coûts et l'augmentation de la demande étant, aujourd'hui, les prix auxquels on vend l'oméga 3 sur le marché rend l'algal compétitif. D'accord. Donc en fait, on a des courbes dans lesquelles on montre que l'huile de poisson a monté et le coût de l'huile d'algal a descendu, et on arrive aujourd'hui, je ne parlerai pas de substitution parce que c'est impropre, mais je parlerai on va prendre la croissance et dans certains cas, on va substituer. Un des cas où on va substituer qui est déjà annoncé dans nos carnets, c'est lorsque vous faites des aliments pour enfants, vous avez de la DHA. Cette DHA vient soit de l'algue, soit du thon. Le thon pose quand même un problème, c'est les thons sont des vieux thons. Il y a quand même des problèmes de contamination dans les océans. On a vu également récemment avec Fukushima, les huiles de poisson se sont fait boycotter en Corée. Donc il y a tout un environnement qui, dans l'alimentation infantile, rend l'utilisation à moyen long terme de l'huile de thon, disons, plus compliquée. Donc on travaille sur cette substitution avec nos partenaires clients, et évidemment on a des plans pour remplacer l'huile de thon. Donc il y a un bénéfice quand même de maîtrise de la contamination, et puis une préservation des océans. Et du coup, on est compétitif et il va y avoir une explosion des marchés. Alors, évidemment, chaque année, on vous dit, c'est l'année prochaine, on va y arriver. Ça y est, c'est la question d'après. Mais bon, dans nos plans stratégiques à court... Alors justement, on va parler de ce plan stratégique parce qu'il a été dévoilé fin 2023, c'est 2024-2026, c'est ça? Est-ce que vous pouvez en rappeler pour nous les principaux objectifs justement de ce plan stratégique? La boîte de Fermentalgue est une boîte à créer des process et des produits. On est sur 2 produits, on a 2 verticales de technologie, Galderia et Schizochetrium, sur l'oméga, et des hommes et des partenaires. Ce que l'on a fait dans le plan stratégique, c'est qu'on a dit aujourd'hui, il faut qu'on adresse tous les marchés, c'est-à-dire le marché de l'aqua, le marché du pet food, le marché de la cosmétique, le marché de l'alimentation humaine, et voire du pharma à terme, on ne l'a pas encore proprement annoncé. Donc on s'est dit, il faut qu'on renforce notre capacité à être en proximité avec les clients, et il faut qu'on soit compétitif en termes de coûts. La compétitivité en termes de coûts, je crois que vous l'avez compris, c'est avec notre partenariat avec UV Nutra. Et la proximité avec le client, on a évidemment renforcé l'équipe. Donc on a pris une personne qui est un Américain qui avait lancé à son époque pour DSM toute l'alimentation aquacole à partir d'algues, donc qui nous a rejoints. Et on a pris une autre personne qui a fait 20 ans et qui était dans le numéro 3 des oméga 3 pour des compléments alimentaires.
Et puis il y a moi. Je connais un petit peu le pet food, le food, pour relancer le food. Donc on a travaillé sur notre proximité de marché, travaillé sur notre compétitivité. Et évidemment, la conséquence de ça, ça va être une vision qui est très 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 claire, c'est d'être le numéro 3 au niveau mondial de production algale et le numéro 1 européen. D'accord. À l'horizon 2026 donc. À l'horizon 2027-2028. 2027-2028. Mais on se bat sur un marché qui est de l'ordre de 2 milliards. Oui. On vise des parts de marché qui sont de l'ordre de 10% à terme. D'accord. Alors justement, la partie objectifs financiers de ce plan stratégique, quels sont-ils? Alors, on a annoncé 25 millions d'euros dans 2026-2027. Oui. On a annoncé qu'on voulait arriver à une rentabilité économique en termes de cash, c'est-à-dire qu'on ne voulait plus faire des augmentations de capital ou des obligations convertibles ou des choses comme ça. Donc sur le même horizon. Donc il faut qu'on arrive à faire ça dans cet horizon, oui. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen à se financer par nos ventes et par notre production. Et derrière, ça va faire l'objectif. On a du temps pour pouvoir, on appelle bridger en français, donc faire un pont. Faire le pont. Faire le pont entre aujourd'hui où quand même on consomme du cash et demain où on ne veut plus consommer de cash. On aura un objectif de refinancement pour assurer cette partie de notre vie qui sera, je l'espère, le plus court possible. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, l'horizon financier vous amène à où à peu près? Et surtout, qu'est-ce que vous aurez envie d'avoir démontré d'ici là, Pierre, dans votre stratégie? Déjà, il faut réaliser le chiffre d'affaires qui est annoncé, c'est une évidence. Je souhaiterais bien évidemment le faire le plus vite possible. Et ensuite, il faudra amener la rentabilité et piloter la société pour qu'elle devienne indépendante financièrement parlant. Et ne pas faire appel sur le capital. Alors, le gros avantage de notre partenariat, et je tiens à le préciser, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de CAPEX. Donc, nous reposons sur notre technologie, notre connaissance de marché, et nous avons un partenaire qui assume les coûts et les risques, ce qui est extrêmement important, puisque finalement, vis-à-vis de nos actionnaires, c'est dire, attendez, on ne va pas aller vous demander d'investir dans une usine tout de suite. Alors, évidemment, dès que j'aurai rentabilité et que je deviendrai cash neutral, on aura des projets éventuellement d'investissement ou de co-investissement avec notre partenaire, parce que l'objectif, c'est quand même une direction. Vous avez plus de 10 000 tonnes d'oméga 3 qui sont demandées par an, qui ne vont pas être fournies par les océans. Parce qu'on ne vous avez pas augmenté la production de la pêche. Oui, c'est ça. Donc, il va bien falloir que quelqu'un les fasse. Donc, nous, on est en train de se positionner pour pouvoir les faire de façon structurelle. Bon. On termine par le cours de bourse, forcément. On avait eu l'occasion de parler de Fermental et avec un début d'année en fanfare. Le titre qui va bientôt être transféré d'Euronext à Euronext Growth, c'est le signe pour vous que, peut-être la stratégie que vous avez commencé à impulser, ou en tout cas, on sait qu'il y avait eu un accident de parcours, effectivement, avec difficulté sur la croissance. Le signe, en tout cas, peut-être le plus dur est passé pour Fermental? Alors, je pense que l'on doit aux actionnaires, c'est une visibilité et une prédictibilité. Je pense que dans nos environnements aujourd'hui, on a quand même eu la crise, le Covid, puis après l'Ukraine, ça a quand même amené une grosse instabilité sur notre... Donc je pense... L'objectif, c'est bien, je suis content que le cours de bourse remonte. Ce que je serais plus content, c'est d'avoir une stabilité dans mes cours. Aujourd'hui, j'ai une volatilité sur mon cours qui indique un certain profil d'investisseur. Je souhaiterais à terme démontrer une prédictibilité et devenir une société normale pour attirer les investisseurs dans le temps. Je veux dire que les hauts et les bas n'ont pas de... Ça fait partie de là où je suis aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche plus de prédictibilité. Je pense que ce que je vais devoir arriver à faire dans le temps, ou pour les 3 ou 4 prochaines années, c'est dire on a dit qu'on avait ça, on a fait ça. On a dit qu'on a fait ça, on a fait ça. Donc c'est ce qui m'importe le plus, c'est de changer le profil de risque de ma cotation. Voilà. Alors, Eurogrowth, Euronext Growth, c'est simplement parce que c'est un petit peu moins cher peut-être de faire... Non, pas forcément. C'est parce que ça correspond mieux à notre positionnement de société aujourd'hui. Et que il y a beaucoup plus... On ne va pas relâcher tout ce qu'on doit faire en termes de communication financière, mais ça nous donne plus de flexibilité dans l'organisation du capital.
Bon, voilà, avec Fermentalgue donc, et les belles ambitions avec ces microalgues. Merci beaucoup, Pierre Josselin, de toutes ces explications. De rien, merci beaucoup de nous avoir invités. Au revoir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.